en même temps des exigences personnelles. On se dit, mais est-ce que je vais décevoir? Est-ce que ça va être à la hauteur de mes exigences? Est-ce que les gens vont aimer? Et en même temps, après, c'est de recevoir les critiques, de recevoir les avis des autres. Et s'exposer, c'est l'adrénaline qui monte, c'est de la tension, du stress, mais c'est aller au bout de ses idées, c'est ça qui est magique. L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Élodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast Écoutez la Roche. Bonjour Victor. Bonjour madame. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui et en plus avec un tout nouveau matériel qui va nous permettre d'enregistrer dans de bien meilleures conditions. Donc merci beaucoup à Monsieur Lanier qui croit en ce projet. C'est la première fois que je reçois mon élève, quelqu'un qui est actuellement mon élève et qui l'est encore pour les mois à venir. Et toi, j'étais complètement impressionnée par ta créativité, ton inventivité, ta force de caractère et puis ta détermination puisque tu as conçu une application qui est liée à l'art. Est-ce que tu peux te présenter et ensuite est-ce que tu peux présenter cette appli? D'accord. Alors moi je m'appelle Victor Chalandard, je suis élève en terminale au lycée de La Rochefoucauld et j'ai eu l'idée de cette application qui s'intitule Virtual Culture Access l'année dernière. Donc dans la période de confinement où j'étais à la maison et j'ai voulu me renseigner sur la culture, les musées et tout ça. J'ai trouvé dans les visites virtuelles quelque chose de génial en fait, de la digitalisation de l'art et de la culture et j'ai trouvé qu'elles étaient très mal référencées en fait chez moi. Et donc j'ai voulu par l'intermédiaire de cette application un peu les recenser et faire qu'elles soient regroupées sous un site, sous une application qui puisse favoriser leur accès à tout le monde, qu'on soit passionné de culture ou que ce soit des personnes de mon âge. Et ça existait pas déjà, ça, une appli de référencement parce que les visites virtuelles, en effet, on a vu qu'elles se sont développées pendant le confinement. Ça existait pas déjà, un site de ce type? Eh bien, figurez-vous que les musées ont développé leurs visites, mais aucun site ni appli n'a eu l'idée de les référencer. C'est ce qu'a eu, en comparaison, ce jeune homme qui a référencé les sites de vaccination en France. Oui. Et ben lui, il a eu l'idée, pourtant ça paraissait banal, mais en fait c'était l'idée de les référencer pour pouvoir faciliter leur accès. C'est à peu près la même chose. Le confinement, les musées ont développé leur accès digital. C'est juste l'idée de les référencer, de les répertorier pour faciliter, pour leur démocratisation. En fait. Et comment tu passes d'une idée qui te semble pertinente à ce moment-là à déjà la forme de l'appli, la mise en place quelles ont été les étapes entre l'idée, d'accord, on a tous des idées, et en fait la réalisation qui est quand même une autre paire de manches? Au premier abord, j'en ai parlé à mes proches, à mes parents, à ma famille, qui m'ont dit ah bah non, ça c'est pas réalisable, peut-être que tu vas un peu trop loin, ça c'est une bonne idée, ça c'est à retenir. Donc c'était le fait de parler à mes amis, à mes parents, qui m'ont donné plein d'idées, ça c'était génial, pour ensuite trouver vraiment un axe de l'application. Et après c'était beaucoup de travail tout seul, dans ma chambre, à chercher sur les sites internet les visites que je voulais référencer, un nom pour mon application, qui allait être pertinent et qui allait être en lien avec l'appli, un logo, c'était un travail beaucoup tout seul, de réflexion sur ce que je voulais apporter, donc le design, le contenu, tout ça, et ça mes parents m'ont beaucoup aidé pour réfléchir et mes proches. Et puis après, il y a eu cette phase de vraiment se lancer dans le projet, se lancer véritablement. Et là, il a fallu faire appel à des personnes qui ont pu m'aider à coder l'application pour pouvoir la proposer à toutes les personnes. Et ça, c'était une étape très importante, non négligeable, et qui m'a permis de sortir l'application. Est-ce que tu as l'impression que d'avoir confronté ton idée, d'en avoir parlé, d'avoir été peut-être contredit, ça t'a aidé à développer l'idée, à anticiper des problèmes? Évidemment, parce qu'une idée au premier abord, elle n'est pas propice à tous les problèmes, à toutes les interrogations, elle comporte beaucoup de failles. Donc le fait d'avoir différents points de vue, que ça soit externe par ses amis, par sa famille, ça permet d'ouvrir plein de champs du possible et de plein de
plein de possibilités qu'on n'avait même pas imaginées en pensant à l'application, en pensant au projet. Ça, c'est génial. En fait, il faut se nourrir des personnes qui nous entourent parce que c'est eux qui vont vous aider. Tout seul, l'idée n'aura pas été assez consistante, elle n'aurait pas eu la vocation qu'elle aurait aujourd'hui. Et ça t'a permis peut-être aussi de te faire des contacts au fur et à mesure que t'en parlais, quelqu'un te disait ah bah tiens moi je connais quelqu'un qui fait ça, non? Oui. Bah oui, après c'est ah bah oui, tiens, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider dans les médias, qui pourrait t'aider. Ah bah tiens, au Louvre, je connais tel qui pourrait te présenter la visite virtuelle. C'est plein de petits trucs. Donc il faut déjà oser parler de son projet. Pour confronter l'idée, avoir des oppositions, avoir des éléments. Et ensuite, d'un point de vue technique, pour développer cette appli, comment t'as fait? T'avais des connaissances en informatique? Alors pas du tout. Moi, j'avais seulement l'idée de ce projet. Je savais exactement ce que je voulais, que ce soit dans la conception, dans le contenu, tout cela. Mais après, j'ai fait face à une impasse. Celle du code, celle de la mise, d'informatiser toutes mes idées. Donc j'ai fait appel à une société de codage et je les remercie qui m'ont beaucoup aidé à digitaliser mon contenu. Et ça a pris près de 3 mois. Près de 3 mois pour qu'ils comprennent toutes mes idées, tout ce que je voulais au sein de l'application, tout ce que je voulais faire passer comme message. Et ça a été très dur parce que c'est difficile de faire comprendre à une personne tout ce qu'on a en tête. À part faire un schéma, mais bon, même les schémas parfois ne suffisent pas à montrer ses idées. Donc tu faisais des planches ou des... Exactement. J'ai fait des planches, des maquettes à la main sur toutes les pages de mon appli, sur ce que je voulais inclure ou pas. Ça a été... Et ça, t'avais une idée précise de ce que tu voulais? Oui. C'est comment tu le visualises? T'as l'image en tête? J'avais l'image en tête. Et pour vous dire, j'allais même jusqu'aux couleurs. Je savais les couleurs que je voulais mettre parce que j'y voyais... Je voulais que tout soit dans l'harmonie de... Voilà, après, il suffit qu'un détail soit pas bon et puis je disais mon truc va tout ballot, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais j'avais du logo jusqu'à la page d'accueil, jusqu'à la page des réglages, je me disais je veux ça. Et j'ai pendant mon mois d'introspection où j'ai dessiné ces maquettes, le logo, toutes ces choses-là. Et ça, c'était génial. Ça, c'était une des plus belles parties. T'as aimé ce côté créatif? Oui, ça c'est pour moi la partie la plus enrichissante parce que on fait travailler notre imagination, mais à plat tout ce qu'on pense en fait. Ouais. Donc... Et du coup, t'as dû créer une société? Oui, une société, mais ça a été après la création de l'application. D'accord. Pour pouvoir la mettre en fait en libre service, parce que c'est une application gratuite, sur les plateformes de téléchargement Apple ou Android. Il fallait qu'il y ait une société détentrice de l'application. Et donc ça a été quelque chose... On peut penser qu'il y a beaucoup de barrières, mais en fait, c'est pas très, très compliqué. C'est mes parents qui m'ont aidé sur ce projet-là, sans mettre forcément de l'argent, juste qu'il y a une entité détentrice de l'application. Donc, il a fallu une société qui s'appelle VCA. Et donc, oui, juridiquement, il y a une société qui détient l'application. Et donc, c'est toi le patron de la société? Exactement. D'accord, donc t'es chef d'entreprise. Exactement. À mon échelle, à petite échelle. On peut être chef d'entreprise en étant mineur? Oui, on peut. Il faut qu'il y ait l'accord des parents. Et il faut que les parents aient une part du entre guillemets capital, parce que là il n'y a pas d'argent, mais une part de la société. Mais oui, on peut être chef d'entreprise à partir de 16 ans. Les parents sont obligés d'avoir une part de... Oui, ils sont obligés d'avoir une part et d'avoir un accord juridique, donc c'est oui. D'accord, donc il y a quelques papiers supplémentaires à remplir, mais du coup, c'est bien toi le chef de cette entreprise. Oui, et puis à 18 ans, tout seul. D'accord, ça se fait automatiquement? Oui. Ok. C'est quand même... c'est quand même fou de se dire ça, et c'est quand même génial. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts à l'entrepreneuriat des jeunes. Oui. Mais en France, c'est quand même... ça fait presque figure de précurseur. Oui, c'est sûr. Oui, aux États-Unis, on les voit, tous les créateurs de toutes ces GAFAM qu'on voit aujourd'hui, ils avaient la vingtaine d'années, et puis mais c'est vrai que c'est plus on voit pas trop ça en France, mais bon, moi c'était un truc qui me tenait à cœur. J'adorais ces images d'entrepreneurs qui voulaient révolutionner un secteur, et moi j'adorais ça, même si à mon échelle c'est beaucoup plus réducteur, mais voilà, moi je me suis lancé là-dedans, et puis je trouve ça vraiment génial. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu disais que t'as un côté créatif finalement qui a pu s'exprimer à ce moment-là pour la création. Oui. Et il y a d'autres choses, d'autres aspects de toi-même que t'as apprécié découvrir en te confrontant à ce projet-là? Bah oui, donc il y a le côté créatif, d'avoir toute l'imagination pour aller au bout de ses idées, au bout de ses pensées.
Mais aussi après, il y a un autre côté qui était génial, c'est surtout presque, je dirais pas manager, mais presque faire passer le message, faire transmettre l'idée que tu veux véhiculer. Parce que du coup, les personnes qui ont pu m'aider à retranscrire ce projet en digitalisant, eux, ben j'aurais dû leur montrer que j'étais motivé, leur montrer ma détermination, mes aspirations, et ça, c'était, il y a eu un rapport humain qui était très important pour leur montrer tout ce que je voulais entreprendre et tout ce que je voulais faire passer. Et tu dirais qu'elle est tournée vers qui, cette appli? Est-ce que tu connais les utilisateurs actuels de l'appli? Eh bien, au début, avant la création de l'application, c'était plutôt en alternative aux personnes qui pouvaient pas forcément se déplacer. Donc ça, c'était un trait assez intéressant. Donc pourquoi pas aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, des personnes malades. Mais donc ça les concerne toujours. Mais aussi, j'ai remarqué, que ce soit à mes amis ou des personnes de mon âge, que ça pouvait très bien s'appliquer à cette tranche d'âge. Parce que on est dans une société où tout ce qui est plus facile d'accessibilité a vocation à gagner en développement. Donc ça leur a beaucoup plu, et puis c'était un moyen de se cultiver et de trouver des formes d'intérêt à travers leur téléphone directement. Toi, tu fréquentes les musées, tu y vas régulièrement? Oui, j'y vais régulièrement. Je suis allé au Louvre la semaine dernière, au musée Jacques Marandry récemment, et puis je vais voir, je demande, alors votre visite virtuelle, est-ce que vous auriez quelqu'un que je pourrais interviewer pour me donner un avis? Et puis ça m'est arrivé d'aller voir des musées pour leur demander si je pouvais créer des visites virtuelles pour eux. Il y a eu des refus, il y en a qui ont accepté, c'était génial. Donc voilà, c'est toujours, c'est bien d'avoir l'idée, mais il faut que cette idée elle soit en mouvement, elle soit mouvante. Enfin, Comment tu l'as fait avancer? Comment tu la développes, ton idée, maintenant que l'appli est créée? Oui. Qu'est-ce qui se passe toutes les semaines, tous les mois, entre toi et elle? Oui, c'est ça, fallait pas qu'elle se fige. Donc en fait, chaque semaine, une visite virtuelle d'un nouveau musée ou d'un nouveau lieu historique sort, tous les lundis à 10h. Et chaque mois, un expert de l'art ou de la culture que j'essaye d'interviewer. Donc j'ai fait beaucoup de demandes, j'ai envoyé beaucoup de mails, j'ai eu beaucoup de refus, mais que j'essaie d'interviewer pour pouvoir qu'ils s'expriment dans une petite interview écrite ou sur vidéo au sein de l'application pour nous parler d'une visite ou d'un musée en particulier. Et récemment, j'ai eu l'accord d'une galerie parisienne qui s'appelle la Galleria Continua, c'était la première, parce que j'ai essuyé 20 refus avant, qui était d'accord pour que je fasse la visite virtuelle de leur galerie. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas, et une galerie qui vient d'ouvrir dans le Marais à Paris. Et D'accord, donc c'est une jeune galerie. Une jeune galerie. Qui donc n'avait pas du tout de visite virtuelle. Exactement. Et qui t'ont donné les droits. Pour pouvoir exploiter une journée, pour aller filmer la galerie et pour pouvoir ensuite la mettre en exclusivité sur l'application. C'est ça qui est génial, c'est l'exclusivité. Donc ça va être la première fois. Voilà, et elle est sortie lundi dernier. Elle est sortie, d'accord. Voilà, et le directeur de la galerie m'a accordé une interview. Et là, il s'appelle Lorenzo Fieschi. Moi, je le remercie parce que franchement, il a été très compréhensif, très touché par mon projet, et ce qui a fait qu'on a pu aboutir à la création de cette visite. C'était top. C'est génial. Ouais. Donc là, c'est les axes de développement. Finalement, tu récupères chaque semaine une visite virtuelle qui existe déjà. Oui. Et en plus, de temps en temps, tu crées une visite virtuelle. Il te faut du matériel particulier? Alors, c'est moins compliqué qu'on peut le penser. Il faut une caméra et un appareil photo, parce que en fait, moi je suis allé avec une personne qui m'a aidé à faire ça, mais moi j'ai mobilisé mon après-midi avec lui pour le faire. Et c'est filmé. En fait, c'est des plans, c'est comme un dessin animé. On prend une photo, puis on prend la photo d'à côté, puis on fait une image glissante. Enfin, c'est pas très compliqué, mais ça prend juste beaucoup de temps. T'es capable maintenant de mettre à jour ton appli tout seul toutes les semaines et de faire ce genre de choses, ou t'as encore besoin de développeurs? Non, maintenant je suis tout seul sur l'application, j'ai un back-office, et je suis le seul à pouvoir modifier l'application, ajouter du contenu. Voilà, maintenant je suis vraiment avec mon ordinateur à la maison en train de faire mes modifications. Donc bon, c'est ce côté humain qui fait que parfois il y a des fautes d'orthographe ou un peu des erreurs, mais bon, c'est l'aléa du fait d'entreprendre tout seul. Mais bon, moi, ça me passionne. Et dans ton histoire, qu'est-ce qui fait que
que t'as sauté le pas, à ton avis? Parce que des idées, on en a tous, on en a plein. Oui. Et pour autant, parfois, on les réalise jamais. Et parfois, on n'essaye même pas de les réaliser. C'est-à-dire que c'est même pas un échec, c'est juste une absence de tentative. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as sauté le pas et puis t'as enchaîné les étapes pour arriver à un résultat? Eh bien, moi, je m'étais toujours dit qu'il fallait oser faire quelque chose. Et puis, j'avais vu mes parents, qui sont tous les deux entrepreneurs, faire des projets, aller au bout de leurs projets, au bout de leurs idées. Et ça, c'est très, très inspirant. Ça, c'est super inspirant de voir ses parents, quand on est enfant, on les admire, de voir de les voir entreprendre. Voilà. Et donc ça, je pense que ça a été passionné par leur travail aussi. Passionné par leur travail. Ouais. Ça a été un moteur, un énorme moteur à l'aboutissement de VCA. De voir des gens qui ont de l'envie dans la réalisation de leur projet. Et puis, en quelque sorte, je les ai imités. J'ai puisé ma motivation dans la leur. J'ai voulu les imiter, j'ai voulu faire pareil. Je me suis dit, je vais être un grand, je veux faire pareil qu'eux, je vais aller au bout de mon idée. Donc non, c'était mon environnement qui m'a presque poussé à faire ça. Et ils en pensent quoi? Ils sont fiers de toi? Ah oui, ils sont très fiers. Ils sont très fiers parce que ils ont cette fibre entrepreneuriale, et puis de voir leur fils qui peut-être a la même, ils sont fiers. Et puis c'est grâce à eux que ce projet est né. Hein. Sans eux, l'idée ne se serait pas perfectionnée. C'est eux qui m'ont aidé financièrement au début du projet. Donc voilà, moi je les remercie. Et puis c'est grâce à eux que ça aboutit. Hein. Il y a des débouchés financiers dans l'évolution de l'appli. Est-ce qu'il y a des possibilités de facturer des choses, ou est-ce que c'est purement altruiste? Dans un premier temps, c'était purement altruiste. C'était vraiment aucune vocation à faire de l'argent ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était par pur plaisir. Mais bon, c'est vrai que lancer un projet sans avoir on appelle ça business plan, c'est toujours compliqué. Et en fait, l'idée, ça serait quand VCA aura plus de visibilité, pourquoi pas faire pour les plus petits musées, faire payer une visibilité au musée. Moi, par exemple, j'étais en contact avec le musée George Sand. Le musée George Sand qui m'a contacté sur Instagram, et qui est un tout petit musée, et qui dans le sud de la France, et qui pourquoi pas était intéressé pour faire de la visibilité sur notre application. Mais bon, là il n'y a pas encore assez d'utilisateurs pour que ça soit réellement rentable. Ouais. Mais pourquoi pas un jour, on espère. Mais qui serait prêt à potentiellement te payer pour que tu réalises la visite, peut-être, que tu la réalises, que tu la diffuses Exactement. sur VCA. Ouais. Donc ça veut dire que là, il faut demander aux gens de télécharger l'application. Oui, c'est ça. Ça veut dire que déjà, si tous les élèves de La Rochefoucauld téléchargent cette application et l'utilisent une fois de temps en temps pour aller consulter les tableaux qu'ils étudient en art plastique ou en histoire même, ça augmente la visibilité. C'est un premier pas, c'est sûr. C'est un premier pas. Et ensuite, s'ils en parlent à leurs parents, ça augmente encore la visibilité. Oui. Ça développe le business plan. Ça le rend possible. C'est ça le rend possible. C'est génial. Oui, là, c'est la clé. Hein, c'est la clé de ce business plan. Enfin, c'est l'utilisateur. C'est qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs, que les gens apprécient, parce que aussi, si les gens utilisent sans apprécier, ça n'a pas d'intérêt. C'est que les gens apprécient l'expérience et tout. Et toi, comment est-ce que tu développes le nombre d'utilisateurs? Eh bien, là pour le moment, c'est par les réseaux sociaux. Donc j'ai vu que tu étais sur Instagram. C'est ça, j'ai créé une page Instagram, une page Twitter, voilà. Donc ça c'est un peu on va dire la publicité un peu virale. Et dans un deuxième temps, j'aimerais bien faire une demande pour passer sur plutôt un média traditionnel. Encore une fois, il va falloir envoyer 20 courriers, puis il y en aura peut-être une qui sera d'accord pour m'interviewer. Mais bon, voilà, faut essayer. Quand on est tout seul, faut aller toquer aux portes et demander. Et ça peut être une deuxième voie de publicité, par exemple. Tu dirais que ça te prend combien d'heures par semaine, la gestion maintenant que tout est mis en... Parce que j'imagine qu'au début, c'était beaucoup. Tous les jours. 3 heures par jour, c'était. Là, maintenant, je dirais qu'il me faudrait 1h30. Il me faudrait 1h30 à 2 heures par semaine. Parce qu'il faudrait que je rédige ma description de visite. Parce que dans chaque visite virtuelle, je rédige moi-même les descriptions du musée et de la visite virtuelle. Ça, c'est l'aspect très enrichissant où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai adoré. Et puis publier la visite, voilà, donc c'est environ 1h30, 2 heures. Et tu dois t'être fait, tu devais déjà avoir une culture artistique assez étendue, mais là, de faire une description pour chaque musée, y compris des musées étrangers,
où t'as jamais été, sans doute. Oui. Ça doit développer ta culture fois 1000. Ah mais moi je dis c'est génial hein. Et puis surtout que les informations qu'on présente dans l'appli, j'ai été confronté à 1000 fois plus d'informations. Il a fallu que je les réduise, donc j'ai dû m'intéresser et trouver. Mais maintenant, je sais même quelles œuvres se trouvent dans tel musée, qui a fondé le musée, en quelle année, nanana, et c'est génial. C'était déjà une passion. Ouais, c'était déjà une passion. Et transmise par tes parents, ils sont fans d'art aussi? Oui, il y a une appétence pour l'art. Mon grand-père est féru d'art, surtout. Et puis moi, j'adore l'histoire. Et bon, l'art, ça s'inscrit dans l'histoire, donc c'est l'héritage de l'histoire, l'art. Ouais. Donc voilà, donc ça combine les deux. Exactement. C'est quoi le musée le plus loin ou si tu devais parler d'un des musées que t'as publié, un qui t'inspire particulièrement ou un qui te tient à cœur, il y en a un que tu choisirais comme ça ou pas? Moi, je choisirais le musée de la Cité Interdite à Pékin, parce qu'il est improbable, parce qu'il est très difficile d'accès. C'est en Chine, c'est super loin, et puis parce que c'était les lieux où ont vécu les empereurs chinois pendant des centaines d'années, et parce qu'aujourd'hui c'est où reposent les joyaux impériaux chinois. C'est génial, ils ont digitalisé tout ça, et à Paris, quand on est chez soi et qu'on voit ça, on se rend pas compte que c'est au fin fond de la Chine et qu'on a accès à ça dans son salon, quoi. Ça, c'est génial. Celui-là, il est vraiment à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, quoi. Et ça, c'est un peu le seul moyen d'y avoir accès. Exactement. Et t'as choisi de développer ça sur une appli. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a une version PC? Parce que t'es pas du tout sur PC. Non. Est-ce que t'envisages une version PC? Pourquoi l'appli et pourquoi l'appli, c'était par la facilité d'utilisation. Voilà, aujourd'hui, on a tous, dans le milieu dans lequel on vit quand même, on a tous un smartphone. Donc, c'était vraiment la facilité d'utilisation. C'est smartphone et tablette. Et voilà, après, le PC, c'était un autre mode de développement, c'était pas le même, donc c'était 2 fois plus de travail. Donc peut-être dans des futures échéances, mais en tout cas, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'était, on sort son téléphone de sa poche, tac, on peut avoir accès à VCA. C'est ça qui est génial. C'était vraiment l'accessibilité, le premier axe de développement. C'est vrai que le PC, c'est moins accessible. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de l'utiliser sur tablette? Parce que quelquefois, sur téléphone, je trouve ça un peu petit. Oui, sur tablette, c'est plus facile. Enfin, c'est plus... l'expérience est plus immersive. Plus immersive, effectivement. Parce qu'on voit tout en plus grand. Oui. Mais après, ça dépend de la tête de téléphone, les plus petits, les plus grands. Parfois, on voit bien, parfois, on voit moins bien. Mais c'est vrai que sur les tablettes, l'expérience est décuplée. Ouais. Donc, c'est peut-être un axe de développement, oui. Mais pour l'instant... techniquement, il fallait choisir. Exactement. Parce que c'était peut-être aussi 2 fois plus cher. S'il faut développer 2 fois plus cher et puis 2 fois plus long. Moi, je voulais que l'application sorte le 1er septembre. Moi, c'était l'échéance que je m'étais fixée. Je m'étais dit, le 1er septembre 2021, l'application, elle est disponible. Et alors, t'as réussi? Et alors, elle est sortie le 31 août à minuit. Donc, t'as réussi à tenir ton... Ouais. Et pourquoi tu t'étais mis le 1er septembre? Parce que sinon on traîne toujours le projet, on n'est jamais vraiment satisfait, on se dit tiens, je voudrais rajouter ça, et ça c'est pas terrible, ça c'est moins bien. Et je l'ai sorti, et j'étais encore en me disant non, ça j'aime pas. Mais les gens l'ont même pas vu. C'était important pour toi tu crois que c'est important de mettre une deadline et de le sortir, et en fait c'est pas parfait, mais... Ça c'est sûr, il faut fixer une échéance à ce projet, sinon il sortira jamais. On n'est jamais satisfait. Surtout, moi j'avais un peu ce côté perfectionniste, je voulais que tous les recoins de l'appli soient parfaits, tout super métronormé, tout ça. Et en fait, non, il faut dire, le 1er septembre, elle sort. Quoi qu'il se passe, elle sortira. Et puis ça justement, ça galvanise aussi. Ça galvanise, ça nous pousse tout le mois d'août. J'étais dessus toute la journée en me disant, tiens, le 1er septembre, elle sort, donc je vais faire mon maximum, quoi. Ça, voilà. Et t'es content du résultat maintenant? Ah, mais je suis super content. T'as modifié les petites erreurs qu'il y avait le 1er septembre ou pas encore? Je vais faire une mise à jour là dans 2 semaines. D'accord. Ça, du coup, je dois refaire appel aux développeurs. Mais c'est rien, c'est vraiment une toute petite chose, parce que c'est des modifications structurelles, des trucs que j'aimais pas trop. Bon, ça c'est rien du tout. C'est des petites mises à jour. Donc ça, t'es obligé de faire appel à quelqu'un d'autre, mais... C'est ça. Parce que, et en plus, j'aimerais bien inclure une vidéo de moi dans l'application, pour que ça rende un peu plus l'expérience... Pour expliquer le concept? Exactement. Une vidéo un peu de page d'accueil, quoi. Exactement. Ouais. Je trouve que l'expérience... Moi, j'ai fait, quand je suis sur une application, si je me dis qu'il y a une présence humaine derrière, c'est toujours plus rassurant. On a toujours plus envie d'aller le découvrir. Ouais. Et puis aussi, finalement, c'est une histoire, hein, parce que
C'est pas une grande entreprise qui lance une énième appli. C'est un lycéen à Paris qui développe une appli qui a l'idée et ensuite qui développe l'appli. Je trouve ça complètement dingue qu'aucun site, mais comme tu l'as dit pour le Covid, t'as raison, c'était pareil. Je trouve ça absolument dingue qu'aucun site n'ait référencé avant les visites virtuelles. Mais c'est vrai qu'elles se sont développées aussi avec le confinement. Mais il y a eu Google qui a essayé de faire ça, qui a injecté 1,2 milliard dans une espèce qui sont appelés Google Arts and Culture. Je pense que vous connaissez même pas tellement c'était un flop monumental. Parce qu'ils ont essayé de faire ça et ça a pas du tout marché. Ils ont pas réussi, ils ont mal géré, c'est mal fait, Tu l'as consulté? C'est encore en ligne? J'ai consulté, bien sûr. Mais c'est pas connu parce que c'est nul. Non, ça a été un flop total. Mais même eux le disent, hein. Ça a été un flop total. Tu t'en es inspiré pour faire la tienne? T'as regardé ce qui était justement nul? Bah, j'ai fait l'antipode. Je me suis dit, bah, ça peut marcher, je vais faire l'opposé. Eux, ils ont créé leur visite virtuelle avec des angles beaucoup plus, ils ont fait que les tableaux, pas tout le musée. Moi, j'ai voulu vraiment qu'on perçoive l'atmosphère du musée, des lieux. C'est ça que moi j'ai trouvé super important. Et donc j'ai répertorié les visites créées par les musées, où il y a parfois même dans les visites, on peut voir l'extérieur du musée, dans la rue et tout. C'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais. On voit pas que l'œuvre d'art avec la date et le peintre, quoi. On voit vraiment l'atmosphère. On est presque immergé dans le truc, quoi, dans la pièce. Comment ça s'intègre dans ton projet? C'est aussi en lien avec ce que tu veux faire après le bac ou pas trop, c'est du bonus, je sais pas. Comme vous l'avez dit, ouais, cette vocation, cette fibre entrepreneuriale, elle est, surtout à cet âge-là, elle est très présente aux États-Unis. Et moi, j'aimerais bien poursuivre mes études là-bas, presque pour assouvir, presque pour pérenniser cette vocation, cette envie d'entreprendre. Donc voilà, j'aimerais bien poursuivre mes études là-bas, aux États-Unis après le bac. Après VCA, bien sûr, c'est une étape. Je vois pas VCA sur les plateaux de toutes les télévisions dans 2 ans. Bah, c'est les rêves mais bon, c'est une première étape en tout cas et c'est une belle première étape. Est-ce que l'entrepreneuriat, t'as pas l'impression que ça libère de l'adrénaline? Ah si, c'est fou. Parce que on a en même temps des exigences personnelles. On se dit, mais est-ce que je vais décevoir? Est-ce que ça va être à la hauteur de mes exigences? Est-ce que les gens vont aimer? Et en même temps, après, c'est de recevoir les critiques, de recevoir les avis des autres. On est hyper exposé, on est confronté à ça. J'ai presque l'impression que être entrepreneur, c'est presque aimer le stress et savoir gérer le stress. C'est-à-dire, c'est prendre des échéances, des objectifs, des ambitions, des interactions avec d'autres personnes qui génèrent forcément des conflits internes, on se sent tendu, et en même temps chercher l'attention. Je sais pas comment dire, mais est-ce que parfois tu te sens complètement zen ou est-ce que tu as l'impression de rechercher une mise en tension? Non, c'est vrai que c'est toujours la recherche de la tension, de la confrontation. Je comprends pas comment. Mais parce que c'est confronté. Je me retrouve dans cette idée et dans cette image d'être d'avoir toujours un projet d'avance parce que sinon le vide est un peu angoissant. Mais c'est hyper, c'est des aspirations super personnelles. Et donc les exposer comme ça à tout le monde, forcément, c'est de l'adrénaline, c'est recevoir des critiques, c'est franchement s'exposer. Et s'exposer, c'est l'adrénaline qui monte, c'est de la tension, du stress, mais c'est aller au bout de ses idées. C'est ça qui est magique. C'est qu'on va au bout de ce qu'on avait au départ dans sa tête, quoi. Ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est une belle réalisation. Oui. Et ça, c'est la différence entre faire et penser. Exactement. Et et puis Kierkegaard disait que oser, c'est perdre de pied momentanément. Bah, c'est ça. C'est perdre de pied beau, ça. Momentanément, mais ensuite, rebondir, puis aller de l'avant, quoi. Ouais. Bravo. Bravo en tout cas, parce que t'as commencé le projet, t'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Ouais, tu l'as délivré à 17. À 17, exactement. C'est une belle performance. Oui. Et je suis sûre que l'avenir te réserve encore plein de belles surprises. J'espère, ouais, c'est gentil. Et peut-être aux États-Unis, du coup. Ouais, aux États-Unis. Bah là, je postule dans quelques semaines aux universités américaines. Avec ce projet qui, j'espère, vont bien. Sur ton CV? Sur mon CV. Oh bah, c'est en pas mal. première ligne. Ah, bien sûr, en première ligne. Et oui. Merci beaucoup. Merci, Victor. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Victor a 17 ans et il a osé aller au bout de son projet. Pour le soutenir dans cette aventure, téléchargez gratuitement l'application Virtual Culture Access sur votre téléphone ou sur votre tablette si vous en possédez une. Notez et commentez l'application sur le store.
Toutes ces petites actions lui permettront de gagner en visibilité. Si vous connaissez un journaliste qui souhaite faire un article sur Victor et son appli, n'hésitez pas à le contacter. C'est en soutenant de beaux et ambitieux projets comme celui-là que l'on montre la valeur de notre communauté La Roche.